Alors bonjour à tous, comme, il est l'heure et que vous êtes maintenant relativement nombreux, je vais commencer un petit peu cette présentation. Alors avant de commencer, hein, je ne suis pas une grande spécialiste de virologie. Par ailleurs, ben, je me base sur, ce qui sort régulièrement. Alors il y a énormément de choses qui sortent tous les jours, hein, et d'articles scientifiques qui sont écrits tous les jours. Et je dois dire que je me suis aussi beaucoup inspirée, de travaux et de conférences ou de blogs, hein. Donc je vais vous citer un petit peu d'abord mes sources que vous pourrez aller voir, je vous ai mis les liens. Donc il y a un blog qui est très, très bien fait par un ingénieur AgroParisTech, d'accord, qui s'appelle Thibaut Fiolet, qui normalement tient un blog qui s'appelle «Quoi dans mon assiette?» et qui là, a fait enfin un travail de synthèse qui est intéressant et je lui ai piqué pas mal de ses diapositives, vous verrez. Ensuite, il y a eu la conférence, le 16 mars, donc juste avant le confinement, hem, du professeur, Philippe Sansonetti, donc du Collège de France et là vraiment, il y a, aussi, beaucoup de choses que j'ai empruntées et que j'ai utilisées, hein, dans ce qu'il a fait. Ensuite, il y a la presse de vulgarisation, la presse scientifique. Il y a des sites d'analyse de données partagées donc les données statistiques par l'université Johns Hopkins et puis, également, netstrain.org. En fait, ils prennent toutes les données sur les différentes lignées de virus. Ils faisaient ça avant, heu, Covid-19, hein et ils essayent de voir un petit peu quelles sont les mutations qui s'accumulent et du coup comment, ça se répartit dans le monde et vous verrez que c'est des choses très intéressantes. Enfin, vous avez le site de l'INSERM qui fait des synthèses intéressantes et en plus, sur le site de l'INSERM, ils font un appel à candidature tout simplement pour participer à une enquête. Donc je vous invite à y participer. Voilà. Alors, pour commencer, comme on n'a pas du tout les virus, dans les programmes, ou très peu, je vais quand même vous commencer par vous présenter ce que c'est qu'un virus pour comprendre un petit peu quelles sont les spécificités de ce virus, actuellement. Donc, les caractères fondamentaux des virus, hein, c'est 1953, André Lvov. Mais avant, hein, on avait déjà rencontré des virus comme le virus de la mosaïque du tabac, par exemple, qui est le premier virus qui a été mis en évidence. Et à l'époque, on parlait de virus filtrants même, parce qu'en fait, les bactéries on pouvait arriver à les arrêter, elles étaient suffisamment grosses et les virus étaient des particules pathogènes de plus petite taille. Donc en 1953, on commence à avoir de bonnes connaissances, de bonnes données aussi en microscopie, et cetera et on va définir le virus, de cette manière. Donc les virus ne contiennent qu'un seul type d'acide nucléique. Ça peut être soit de l'ADN, soit de l'ARN qui va constituer, le génome viral. Donc on peut avoir un génome d'ARN, d'accord? Alors que nous, on a un génome d'ADN. Les virus sont des parasites stricts, ça c'est un deuxième point qui est important. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas se maintenir longtemps ou se reproduire en dehors de la cellule hôte. Donc ils ont besoin d'une cellule hôte pour survivre, d'accord? Et les virus se reproduisent uniquement à partir de leur matériel génétique par réplication, d'accord, de ce matériel génétique, mais ils ne peuvent pas se reproduire tout seuls. Donc finalement, ces virus, ils sont constitués de molécules organiques. On verra qu'il y a des protéines, des lipides, des acides nucléiques, des molécules qu'on retrouve chez tous les êtres vivants, mais en fait, ils n'ont aucun système d'énergie, propre et ils n'ont pas ou très peu d'enzymes. D'accord? Donc en fait, ils détournent la machinerie cellulaire à leur profit et on ne peut pas les définir comme des entités vivantes, hein, qui sont normalement capables de se maintenir et de se reproduire de façon autonome. Donc le virus, il est vraiment en lien avec le vivant. Il y a des virus pour absolument toutes les espèces, vivantes, mais ce ne sont pas vraiment des entités vivantes. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les constituants d'un virus? Donc il a son génome. Donc on va distinguer les virus à ADN et les virus à ARN. Ensuite, on a la capside. En fait, la capside, c'est un ensemble de protéines qui s'associent, à l'acide nucléique et qui vont constituer la nucléocapside et qui va en fait protéger cet acide nucléique et parfois rendre le virus extrêmement, robuste. D'accord? Alors cette capside, elle est soit tubulaire, soit polyédrique. Je vous ai donné 2 exemples, hein, de capsides. Donc l'exemple de la mosaïque du tabac, d'accord? En fait, c'est
Un virus, c'est le premier virus, hein, qui a été mis en évidence, chez les végétaux, parce que c'est un virus de grande taille. Vous voyez 300 nanomètres, 15 nanomètres, ça c'est un virus de grande taille et en fait, il va s'auto-former en fait à partir des protéines et de son acide nucléique et on voit que les protéines en fait, elles vont venir comme ça de façon extrêmement, organisée, toutes les mêmes, hein, autour de l'acide nucléique qui est un ARN et vont protéger cet ARN. Voilà et donc on a énormément de, virus qui fonctionnent comme ça avec ce type de capsid. Vous avez un autre type de virus, alors je vous ai mis celui-ci parce qu'on l'a déjà rencontré, hein, le bactériophage. En fait, la capside du bactériophage, c'est ce qu'on appelle la tête, d'accord? Et là, c'est un icosaèdre qui est constitué là, pareil, d'une répétition de protéines de même type avec un phénomène d'auto-assemblage. Alors là, dans le bactériophage, vous avez tout un ensemble d'autres protéines, hein, qui vont rendre le bactériophage, infectieux, hein, ça va lui permettre d'envoyer, hein, son ADN, là c'est un virus à ADN, dans la cellule hôte. Alors, en plus de la capside, vous avez aussi l'enveloppe ou péplos. Donc ça, c'est pas une structure qui est présente pour tous les virus, elle n'est que chez les virus enveloppés. En fait, il s'agit d'une membrane qui est dérivée des membranes cellulaires. Ça peut être soit la membrane plasmique, soit la membrane nucléaire, d'accord? Hem et en fait, le péplos, donc dans ces cas-là, les virus terminent leur multiplication par bourgeonnement et en bourgeonnant énormément de la cellule, bien sûr, ils détruisent complètement la cellule. Donc ils ont utilisé toute la machinerie et une fois que c'est terminé, ils détruisent la cellule. Donc on va distinguer des virus nus et des virus enveloppés. Et en fait, cette enveloppe, c'est intéressant parce que, comme les membranes biologiques, elle est fragile. Donc de façon générale, les virus enveloppés résistent moins longtemps dans le milieu extérieur, de façon nue, hein, ou dans le tube digestif que les virus nus. Alors maintenant, je vais vous donner juste un exemple de virus enveloppé. D'accord? Qui est, le VIH, c'est un virus que vous connaissez peut-être déjà, d'accord? Alors on a bien la capside ici, la nucléocapside. Là, on a en fait 2 ARN, mais identiques, hein, dans le virus, le VIH et vous avez cette membrane plasmique et cette membrane qui est pas du tout une membrane plasmique, cette enveloppe, d'accord? Qui ressemble à une membrane biologique et qui va porter ici des récepteurs, d'accord? Qui vont en fait interagir avec des molécules de la cellule et permettre l'entrée, du virus. Comme vous le savez, le VIH, c'est un virus extrêmement fragile, hein. Il ne survit que, dans les liquides physiologiques et encore pas dans la salive, d'accord? Et il a une survie qui est très, très courte, s'il est, dénudé, hein, s'il n'est plus dans les liquides physiologiques. Alors, ici, voilà un coronavirus. Donc ce coronavirus, vous voyez que alors on va avoir une capside ici, hein, qui est, comme celle de la mosaïque du tabac, d'accord? On a un ARN, donc c'est un virus à ARN, d'accord? Et puis on a tout autour une enveloppe, d'accord? Alors le fait que ce soit un virus enveloppé, on peut se dire: «Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle». Ça veut dire que ces coronavirus, ils vont pas survivre très longtemps, sur les surfaces nues, d'accord? Or, visiblement, le coronavirus, malgré le fait qu'il soit enveloppé, hein, il peut quand même survivre jusqu'à 72 heures, hein. A priori, sur les surfaces plastiques, c'est là où il survit le plus longtemps. Sur la peau, hein, il ne va pas survivre très longtemps, mais quelques heures et c'est suffisant pour avoir la contamination. Si vous voulez, à titre de comparaison, le virus du sida, c'est même pas quelques secondes qu'il va survivre, hein, en dehors des liquides, physiologiques. Voilà. Donc ce coronavirus, c'est un virus relativement fragile, puisqu'il est intéressant le fait qu'on sache un petit peu sa structure. Alors ça, c'est la structure générale des coronavirus. Ici, en fait, c'est le virus, du SRAS, d'accord? Pas le virus de Covid-19, mais ils se ressemblent énormément et ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup s'intéresser à ces protéines spike parce que c'est les protéines qui permettent l'entrée du virus dans la cellule. Alors, juste pour vous donner une idée, là, j'ai juste, mis un tableau qui reprend un petit peu, tous les virus qui existent et qui sont pathogènes pour l'homme. Donc on a tout, hein, quand virus pathogènes, des virus à ADN, des virus à ARN, des virus no nus, des virus enveloppés. D'accord?
Donc finalement, les coronavirus, ce sont des virus qui sont pathogènes. C'est une famille de virus qui est déjà connue, qui est pathogène et qui était à l'origine jusqu'ici plutôt, de rhumes, qui n'avaient aucune, incidence, enfin des rhumes d'hiver, hein, sont assez souvent, liés à des coronavirus. Voilà. Alors ça veut dire qu'il va se transmettre, essentiellement par voie respiratoire, éventuellement par voie digestive. Vous voyez que les virus qui se transmettent le mieux par voie digestive et qui peuvent être à l'origine, vraiment de gastro-entérites graves sont des virus nus. Parce que les virus nus, ils arrivent bien à survivre dans les voies digestives. Les virus enveloppés, ils ont quand même déjà beaucoup plus de difficultés parce qu'ils ont cette enveloppe qui est fragile et qui est pourtant nécessaire à leur survie. Alors, ce virus, il va avoir un cycle de développement assez particulier. Les coronavirus. Alors là, c'est vraiment l'exemple du coronavirus alors ce cycle, hein, il avait été mis en place, pour le virus SRAS, du SRAS, d'accord? Donc ces coronavirus, ben, il faut qu'ils aient une porte d'entrée cellulaire. Donc en général, en fait, c'est une molécule qui est sur les membranes des cellules, qui a une fonction, dans l'organisme, hein, et qui va être utilisée comme porte d'entrée. C'est très important de connaître cette porte d'entrée. Parce que cette porte d'entrée va permettre de connaître quelles sont les cibles de mon virus, quelles sont les cellules susceptibles d'être attaquées et donc quels sont les organes susceptibles d'être soumis ben, à des blessures, à des attaques, etc. Donc ensuite, ce virus, il va avoir un ARN qui sera tout de suite traduit par la machinerie cellulaire en protéines. Ces protéines qui constituent donc cet ARN, en fait, enfin qui sont traduites en premier. Donc les premières protéines traduites vont en fait, hem, coder pour une, grosse, protéine constituée de plusieurs polypeptides qui est une réplicase et transcriptase, qui va être capable de transformer, l'ARN en un ARN complémentaire. D'accord? Donc elle travaille à partir d'un ARN pour fabriquer de l'ARN. Elle va fabriquer donc des ARN qui sont complémentaires du premier et puis des ARN qui vont être viraux. Les ARN viraux, ils vont permettre de reconstruire des particules virales. Et puis tous les ARN complémentaires et puis certains autres ARN, donc il va y avoir des ARN fabriqués de plusieurs tailles qui vont coder en fait pour toute la machinerie protéique et pour toutes les protéines de mon virus, c'est-à-dire la protéine S des spikes, les protéines membranaires qui permettent vraiment la courbure, les protéines de l'enveloppe, donc l'assemblage du virus, les protéines N pour les nucléoprotéines, donc qui sont liées à l'ARN. D'accord? Et donc, dans la cellule, il va y avoir un auto-assemblage, puis un bourgeonnement. Alors là, visiblement, à partir de l'appareil de Golgi. Voilà. Donc, en fait, pourquoi c'est intéressant de connaître un cycle? Là, je vous donne l'exemple, je non, j'en reparlerai plus tard. Je pensais que j'avais l'exemple ici. C'est intéressant de connaître le cycle parce que ça va nous permettre de connaître quelle est la voie d'entrée du virus dans la cellule et quelles sont les cellules cibles. Et enfin, une fois qu'on connaît un petit peu les différentes phases, on va essayer de voir si, bah, est-ce qu'on a des antiviraux connus, par exemple des antiviraux qui empêchent la transcription à partir d'un ARN, etc., qui vont en fait inhiber certaines phases du cycle et de ce fait, ben, bloquer le développement du virus. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça a été extrêmement bien fait avec le virus du sida. Donc le virus du sida, le HIV, on connaît extrêmement bien son cycle et en fait, on a des antiviraux qui interviennent à peu près à toutes les phases du développement du virus. Donc, ils vont intervenir pour l'entrée, empêcher la fusion du virus, la fusion des membranes, empêcher ensuite les transcriptions inverses, etc. Donc là, on a peut-être, par exemple, pour le VIH, certains antiviraux qu'on pourrait tester sur notre virus. Euh, on peut aussi essayer, à partir des protéines qu'on connaît, des enzymes de ce virus, etc., de fabriquer des antiviraux qui seraient spécifiques. Donc voilà, ça ouvre, connaître le virus, c'est vraiment intéressant pour pouvoir ensuite avoir des stratégies pour soigner les gens. Alors, pour ça, il faut bien connaître les particularités. Donc attention, hein, on dit bien SARS-CoV-2, d'accord? Ça, c'est le nom du virus. Et Covid-19, c'est le nom de la maladie. Donc, c'est bien une grande famille de virus. En fait, il y a les alpha et les bêta.
les gamma et les delta. Donc les virus gamma, coronavirus gamma delta, ils touchent les poissons et les oiseaux. On n'a jamais vu de ces virus-là qui allaient ensuite sur un autre type mammifère. Alpha, bêta, ce sont les mammifères dont l'homme. D'accord. Donc les alphas, on les connaît, c'est des pathologies bénignes et finalement, on considère que là, il y a une adaptation humaine ancienne. Donc c'est des virus avec lesquels on vit très, très bien. On fait des petits rhumes et tout va bien. D'accord. Ou alors des problèmes intestinaux. Et puis vous avez les bêtas qui vont être à l'origine, qui sont des virus nouveaux pour l'homme, d'accord? Donc c'est le SRAS en 2003, le MERS en 2012 et puis le Covid-19 aujourd'hui, d'accord? Ce sont des virus qui normalement sont très présents, chez certains mammifères comme la chauve-souris et on en reparlera. Donc ça, c'est une autre façon de le présenter, hein, ça vient du blog, voilà. Hem, quels sont Qu'est-ce que c'est que ces coronavirus? D'accord? Donc ici, vous avez les, alphas et puis ici les bêtas. Donc le SRAS, le MERS, alors là, c'est SARS, hein, CoV-2, d'accord? Donc ces 3 virus-là, qui sont vraiment de la même famille et visiblement le SARS, enfin le virus du SRAS et le SARS-CoV-2 sont extrêmement proches, eh bien ils vont être à l'origine de symptômes assez proches, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fameux syndromes respiratoires qui peuvent être aigus ou sévères avec des létalités qui peuvent être importantes. Donc ici, elle était à 9,6%. Pour le MERS, elle était à 34%, mais on a eu très peu de cas. Et pour le SARS, a priori, c'est une létalité qui est plus faible, mais les valeurs sont provisoires, hein, on fera le bilan à la fin. D'accord. Euh, Là, c'est pas up to date, hein, parce qu'on a beaucoup plus de cas aujourd'hui. On voit que le SARS ou le MERS ont pu être arrêtés très tôt, ce qui est pas du tout et ne sont pas, n'ont pas donné de pandémie, contrairement, à la maladie, hein, Covid-19, qui est vraiment une pandémie. Alors pour le MERS, en fait, la transmission interhumaine était assez limitée, ça passait par les chameaux, d'accord? Donc c'était, plutôt en Afrique du Nord. Pour le SRAS, donc il y avait des transmissions interhumaines, d'accord, mais visiblement ça a pu être arrêté et l'une des raisons pour laquelle ça a été arrêté et qu'est-ce qui fait qu'un virus va plutôt se propager ou pas, il y a plusieurs paramètres qui sont importants. Un des paramètres, c'est la létalité. Un virus qui est trop létal, finalement, d'un point de vue évolutif, c'est pas très bon pour lui parce que il vit dans un biotope qui est mortel. S'il tue son lieu de vie, c'est pas extraordinaire. Donc en général, hein, les virus qui émergent sont plutôt extrêmement graves et au cours de l'évolution, mais une évolution longue, ils vont devenir de moins en moins gênants. D'accord. Ici, le SRAS avait un taux de létalité important. Et puis, il y a aussi quand est-ce qu'il se transmet ce virus? Est-ce qu'il se transmet tant que la personne ne sait pas qu'elle est malade? D'accord? Ou est-ce qu'il se transmet vraiment quand la personne est malade? Et pendant combien de temps le virus, enfin la personne va pouvoir transmettre le virus? Tout ça sont des paramètres qui sont vraiment importants et visiblement, le virus SARS-CoV-2, hein, il avait tout, pour devenir une pandémie. Alors un bref historique, hein, on va très, très vite d'un point de vue scientifique. Franchement, c'est très impressionnant tout ce qu'on a déjà, découvert, sur ce virus et également toutes les études qui sont menées aujourd'hui en parallèle. C'est-à-dire quand on regarde la littérature scientifique, on croule sous des articles, alors qui sont des articles, souvent, qu'on appelle des previews, d'accord? Parce que, ben, ils sont pas passés par toute la moulinette scientifique habituelle, mais c'est très impressionnant et grosso modo, premier 1 pneumonie inconnue découverte, c'était fin décembre, en Chine. Alors il y avait déjà eu des cas. Les premiers clusters, c'est début janvier et le 12 janvier, on a le premier séquençage du génome, c'est-à-dire qu'on a découvert ce virus. En séquençant son génome, on s'est rendu compte que c'était un nouveau virus, d'accord? Et puis ensuite, ça va très vite, hein, parce que ça va partir un petit peu dans toute, heu dans tout le déjà dans toute, l'Asie, d'accord? Et puis, donc il y a une déclaration d'urgence et on va parler de pandémie seulement à partir du 11 mars, à partir du moment où on aura 100 000 cas dans le monde et on se rend compte que là, tout le monde est touché. C'est-à-dire qu'il y a des foyers partout et qu'on est vraiment sur une épidémie qui touche la terre entière.
Donc pour vous donner, une idée, là, en 24 jours, on avait détecté le virus. En 2003, dans le cas du SARS, d'accord? Le SARS de 2003, eh bien, il a fallu quand même 86 jours, ce qui était déjà rapide. Alors, ces bêta-coronavirus et en particulier que ce soit SARS-CoV-1 ou SARS-CoV-2, d'accord? Eh bien, quelle est leur voie d'entrée? Et ça, c'est un point important. La voie d'entrée, c'est l'enzyme ACE2, qui est une enzyme de conversion de l'angiotensine 2 en angiotensine 1, d'accord? L'angiotensine, elle a un rôle dans, la, le contrôle un petit peu, de l'osmolarité et de la, et donc, oui, de l'osmolarité, de la quantité d'eau dans l'organisme, d'accord? Et cetera. Et en fait, cette angiotensine AC2, eh bien, on va la retrouver dans énormément d'organes. Alors, en particulier dans les poumons, le cœur, le foie, le rein, les intestins et également, dans la plupart des vaisseaux, d'accord? Donc ça explique, les ce qui va être touché. C'est-à-dire que c'est les poumons d'abord qui sont touchés, mais on peut toucher un peu le cœur, le foie, les reins, les intestins, hein. Il y a beaucoup de gènes intestinales associés. Il y a parfois des problèmes rénaux associés à cette maladie et vous allez avoir également, d'autres aspects, qui peuvent être, par exemple, des problèmes veineux, hein. Voilà. Hem Alors, il semblerait qu'il y ait quelques autres récepteurs alternatifs, d'accord, mais on ne les connaît pas. Le récepteur du MER, c'était autre chose. Voilà. Hem, donc on a vraiment une interaction entre les protéines SPAC et AC2, d'accord, et en fait, cette protéine AC2, elle est très bien conservée, au sein des espèces. Donc la protéine AC2 des différents mammifères est très, très proche et ça, certainement que ça facilite la circulation interespèces. Alors, quels sont les signes, d'accord, de cette maladie? Donc, déjà, les formes graves touchent essentiellement, mais pas seulement, des sujets plutôt âgés ou des sujets avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies qui vont aggraver, hein, les symptômes. Diabète, hypertension, insuffisance cardio-respiratoire, immunosuppression, et cetera. Quels sont les signes? Donc on a des signes systémiques qui sont les signes inflammatoires, classiques: fièvre, courbatures, douleurs dans la poitrine. Ça ressemble à la grippe, grosso modo. Simplement, visiblement, l'inflammation s'emballe et elle peut être à l'origine de l'orage cytokinique. Donc ça veut dire qu'on fabrique énormément de cytokines et cet emballement, c'est ce qui est vraiment étudié, hein, il serait à l'origine, en partie du syndrome de détresse respiratoire aiguë. En tout cas, quand c'est des syndromes tardifs. Cette infection virale massive, hein, en fait, elle va toucher énormément ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire, c'est-à-dire les cellules, au niveau, des poumons, donc qui sont à la fois les cellules des alvéoles pulmonaires et les cellules des capillaires et donc vous comprenez bien que si on détruit ces tissus-là, qui sont les tissus où s'échange le dioxygène, d'accord? Et où passe le dioxygène, bien forcément la personne va avoir du mal à respirer et on va être dans une détresse respiratoire aiguë qui va nécessiter l'utilisation d'un respirateur. D'accord? En cas où c'est tardif, hein, visiblement, c'est chez des sujets plus jeunes et apparemment, qui semblent être en cours de guérison et là, on a ce qu'on appelle c'est souvent lié à l'orage cytokinique. On ne sait pas énormément, hein, de choses. Donc là, je vous ai remis quelque chose avec les symptômes qui sont courants, que vous connaissez certainement très, très bien. La détection du virus, elle se fait grâce à de la RT-PCR, d'accord? Donc tous les tests sont, basés sur la PCR. C'est-à-dire qu'on a un ARN viral, donc on va prendre, l'échantillon de l'individu, un échantillon où normalement il y a pas mal de virus, donc qui va être soit prélevé au niveau du nez, soit, au niveau de la gorge, d'accord? Hem Et on va faire ensuite une transcription inverse tout azimut et ensuite on fait une PCR avec des amorces qui sont spécifiques du virus. D'accord? Et on regarde si on arrive à avoir effectivement, si on obtient par cette PCR de l'ADN viral. Si on obtient de l'ADN viral, c'est que le test est positif. Donc, finalement, la façon dont la réponse immunitaire innée, se passe va décider du pronostic. Cette réponse innée, hein, c'est la première barrière, c'est l'inflammation et elle est très importante pour arrêter le virus.
On ne sait pas exactement comment se met ensuite la réponse adaptative, c'est-à-dire la création d'anticorps, de cellules cytotoxiques, et cetera. Mais ce qui est sûr, c'est que cette réponse inflammatoire, elle peut être très forte, elle est très importante et elle est indispensable. D'accord? Hem, donc qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des formes graves? Il semblerait que ce soit le rôle du virus, hein, vu qu'il s'attaque à la barrière alvéolo-capillaire, d'accord? Et puis il semblerait qu'il y ait un rôle de AC2. Pourquoi? Parce qu'en fait, si cette molécule, membranaire, elle est occupée par le virus, elle n'a plus son rôle, d'accord? Et visiblement ça peut expliquer aussi une partie des lésions alvéolo-capillaires, d'accord? Aussi, le fait qu'on lie le virus à ACE2 va pouvoir, avant même que le virus rentre et utilise la machinerie cellulaire, peut être à l'origine d'une mort cellulaire programmée. D'accord? Et enfin, il y aurait d'autres interactions et cetera. Voilà. Hem, Ce qui est intéressant, alors les lésions des alvéoles, normalement, elles sont pas irréversibles. D'accord? Elles sont réversibles. Alors je vais répondre à la question d'Axel. Donc a priori, c'est réversible jusqu'à un certain point, d'accord? C'est pour ça qu'on essaye, au maximum, d'intuber les malades ou de mettre, de l'oxygène et puis de faire une fois que, on a eu, cette réaction immunitaire très, très forte, on va les mettre avec des traitements corticoïdes et cetera. Donc si on guérit effectivement, Axel, normalement, ça revient comme avant. Normalement, on n'a pas de séquelles. Voilà. Il y a un symptôme qui est très particulier, c'est la perte du goût et de l'odorat. Et en fait, alors là, c'est un article du Monde, hein, dont je me suis inspirée, hier soir. Et finalement, cette perte du goût et de l'odorat, c'est assez intéressant parce qu'elle semble toucher beaucoup plus, les populations, européennes que les populations asiatiques et donc les populations, d'Amérique du Nord également, et cetera. Et ça survient dans 80 à 90 des cas étudiés. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut avoir une perte du goût, une perte de l'odorat ou les 2, et ça dure quelques jours et c'est là aussi ça revient. Et il semblerait que là aussi le virus cible plutôt des cellules nerveuses, hein. C'est pas lié, ce ne serait pas lié, attendez 2 minutes. Voilà. Ce ne serait pas du tout lié, à un problème des papilles, nasales et cetera, parce que ça arrive même quand même quand, il y a pas de congestion nasale particulière. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que, ben, ça peut être peut-être un symptôme facile à étudier et à utiliser et en général, ça arrive plutôt en début, mais ça peut arriver, à plusieurs moments, au cours de la maladie. Voilà, juste pour vous donner une idée, donc en témoin, donc là, c'est, si je ne me trompe pas, c'est ce qui se passe en Italie et en Chine, d'accord? Et donc c'est le nombre de décès, sur le nombre de cas confirmés. Donc là, on observe qu'a priori, hein, les chiffres d'Italie et qui sont assez proches des autres chiffres, des pays européens. Alors sauf peut-être, l'Allemagne, hein, où on a une létalité qui semble plus faible, mais simplement parce qu'ils ont fait beaucoup plus de dépistage. D'accord? On a l'impression que les chiffres sont beaucoup plus élevés que la Chine. Alors, on ne sait pas, là, il y a plusieurs hypothèses. Soit la Chine, ces chiffres sont à prendre avec un petit peu enfin, ce sont pas les bons chiffres, d'accord? Heu, Ça dépend de la façon dont le comptage a été fait de toute façon, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, hein, on a vraiment un risque qui augmente avec l'âge. Ça, c'est évident. D'accord. Bien sûr que la façon de définir les décès liés à Covid-19, elle peut varier un petit peu et c'est des statistiques qui sont très difficiles à obtenir au jour le jour, en fait. D'accord? Voilà. Il y a un autre point là, qui est assez intéressant, c'est le lien entre la charge virale et la gravité des symptômes. Heu, je vous le fais en 2-3 mots, vous pourrez regarder un peu plus en détail ensuite, mais visiblement,
plus les symptômes sont importants, plus la charge virale est forte. D'accord? Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, les asymptomatiques, ils ont le virus, ils peuvent transmettre le virus, mais ils ont quand même moins de probabilité de le transmettre que les personnes qui sont malades et qui sont du coup touchées. Alors, cette étude, hein, elle est faite sur 78 cas. On voit qu'il y a une dispersion très très forte avec une médiane qui est ici. D'accord? Donc là, la charge virale petit à petit disparaît, hein, dans les alors vous avez les cas qui sont peu graves et les cas graves, d'accord? Et en fait, plus le chiffre sera bas, ça veut dire que, l'ARN est détecté au bout d'un très faible nombre de cycles de PCR, d'accord? Hem, donc c'est des données qui sont statistiquement, faciles à remettre en cause, hein, parce qu'on a des données pour l'instant qui sont que parcellaires, mais qui sont quand même assez intéressantes. Ça peut être intéressant par rapport à comment on va décloisonner aussi. On y reviendra. Qu'est-ce qui fait que cette maladie est devenue une pandémie? Bien, ce sont les paramètres de cette maladie. Pourquoi? Parce que visiblement, on a un taux de reproduction R0 qui est entre 2 et 3, donc qui est assez élevé. Si vous voulez, la grippe, c'est moins, la tuberculose, c'est un taux de 10, la rougeole, c'est 12-18, donc là, c'est des taux, de reproduction qui sont extrêmement forts, mais un taux entre 2 et 3, c'est suffisant pour faire de l'épidémie. D'accord? L'autre point, c'est qu'on a une durée d'incubation qui est relativement longue, d'accord? Avec, finalement un pic de virémie, c'est-à-dire un pic où le virus est très présent dès la fin de la période d'incubation. C'est-à-dire que, heu, au moment de l'incubation, c'est-à-dire au moment où la personne n'a aucun moyen de savoir qu'elle est malade, d'accord? C'est un moment où elle peut être très contagieuse. Visiblement, ce pic de virémie, hein, est un peu variable d'un individu à l'autre et semble être aussi en lien ensuite avec, la gravité de la maladie qui se développe. Pareil, on a un intervalle intergénérationnel court, ça veut dire ça que, les patients finalement vont être contagieux dès le début de la maladie. D'accord? C'est-à-dire que le virus se multiplie assez vite, d'accord? Et donc ça veut dire qu'on a multiplication du virus avant apparition de la maladie. Ça explique le pic de virémie. Enfin, on a une population qui est immunologiquement naïve, d'accord? Bien plus naïve que pour la grippe saisonnière. C'est-à-dire que ces virus-là, cette famille-là de coronavirus, la plupart d'entre nous, on n'y avait jamais été, exposés, d'accord? Là, on peut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'en Asie, où ils avaient déjà eu le SARS, le SRAS et cetera, est-ce qu'ils n'étaient pas un petit peu mieux immunisés que nous? D'accord? Ce qui expliquerait peut-être, un taux de mortalité un peu plus important en Europe et aussi le fait que ça se développe autant, et aussi fortement en Europe. Donc on a ici un virus avec un très fort potentiel épidémique qui risque d'avoir une mise en tension majeure du système sanitaire. Oui, effectivement, tuberculose et rougeole ne sont pas des pandémies grâce au vaccin, d'accord? Et aussi grâce à ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Donc avant, la rougeole par exemple, hein, c'est une maladie dite infantile, c'est-à-dire qu'à peu près tous les enfants attrapaient la rougeole et ensuite tout le monde était immunisé. Pour la tuberculose, ben, ça a été, une pandémie pendant très, très, très longtemps. D'accord? Alors la tuberculose ne développe pas forcément tout de suite des formes graves, mais voilà. Et la tuberculose, ce qui fait que ce n'est pas une pandémie, hein, c'est qu'on sait la soigner. C'est, une maladie qui est, liée à une bactérie et donc les bactéries, on sait mieux lutter, hein, contre les bactéries que contre les virus parce qu'on a des antibiotiques et même s'il y a des résistances aux antibiotiques, quand même, on a des armes qui sont plus efficaces que les antiviraux qu'on peut avoir. Voilà, mais c'est une bonne question. Alors, pour vous donner une petite idée, donc ça, c'est un site, qui a été fait par, l'université, hem, oh, je sais plus quelle université, donc ils utilisent, ils utilisent ArcGIS, hein, qui permet, de mettre tout ça en carte et donc ça, ils font en fait le bilan à partir des données dont ils disposent, des données statistiques de l'ensemble des pays. Ah oui, c'est la Johns Hopkins University qui fait ça. Et donc avec le nombre total de cas, le nombre de décès et cetera, bien sûr, ils utilisent les statistiques qu'on leur donne. Donc le 19 mars, si on prenait les cas cumulés, on voyait bien que, ben, on avait beaucoup de cas en Asie, en Chine en particulier. On avait beaucoup de cas en Europe. Là, en Europe, ça commençait déjà à être, compliqué.
hein, on était en confinement déjà, et cetera. Heu, Aux États-Unis, c'était, heu, à part, ici, hein, à l'est, on avait quand même très peu de cas. J'ai repris, une, copie d'écran hier soir, voilà, et alors là, donc déjà le nombre de cas avérés, hein, 219 000 et cetera. Ici, on est à 1 million, presque 400 000. Le nombre de morts est très important et on a, la France qui est, le troisième pays touché, je crois. D'accord? Après, donc ou le quatrième, je ne sais plus, on ne voit pas très bien sur l'écran. Donc là, vous avez le site, hein, vous pouvez vraiment y aller, regarder et puis après vous cliquez pour avoir les différentes statistiques, c'est très intéressant et ça permet de bien voir qu'on a, heu, une pandémie. Alors là, ça, c'est les cas, actuels. Donc on voit que ça s'est bien calmé en Chine, mais que ça continue à être très fort, ici. Alors d'autres données statistiques qui sont extrêmement intéressantes, c'est, la synthèse qui est faite par, Nexttrain, donc Nexttrain, c'est une, ça dépend, des États-Unis et donc leur objectif, c'est de prendre toutes les données, sur les génomiques de ces virus, d'accord? Et en fait, à chaque fois qu'on a, des mutations, on va faire apparaître des couleurs nouvelles, d'accord? Et donc les mutations n'ont pas forcément beaucoup d'effet sur la souche elle-même, mais ça permet de voir qu'en fait, ça permet en fait de suivre la façon dont s'est propagé le virus. Donc on voit bien que le virus, il part ici de Chine. Alors vous pouvez, si vous allez sur le site, hein, vous pouvez mettre, une petite, comment dire? Une petite animation qui vous permet de voir ce qui se passe au cours du temps. Donc on voit bien qu'on part d'ici, on va aller ensuite rayonner partout dans le monde à partir de là, d'accord? Mais finalement, là où ça va le mieux prendre, c'est essentiellement en Asie, Australie, à partir du violet et puis ensuite, en Europe. En Europe, on voit apparaître ici, de nouvelles mutations, d'accord? Et ensuite, on voit que ça va rayonner vers les États-Unis et ça va revenir des États-Unis de cette façon-là, d'accord? Donc on peut vraiment suivre le devenir du virus, en temps réel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour comprendre ce qui se passe. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander: «Mais d'où vient cette maladie?» Et là, l'une des questions, c'est: «Est-ce que c'est une maladie d'anthropocène?» Et alors, ce schéma-là, en fait, reprend, les déplacements en avion dans le monde. Alors je ne sais plus sur quelle période, mais en fait, c'est intéressant parce que si je prends cette image-là et que je la plaque sur celle-ci, on voit que finalement c'est assez proche. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'Afrique n'est pas tant touchée que ça, même si ça commence à venir, et donc c'est pas étonnant que l'Europe ait été très vite touchée et que les États-Unis aussi. D'accord? Donc ça me je ne sais pas si Covid-19 sera un clou d'or pour l'anthropocène parce que je suis pas sûre que ça laisse, beaucoup de traces dans dans de traces fossiles. Voilà. Mais effectivement, en tout cas, cette pandémie, historiquement, enfin, va marquer un tournant dans l'histoire, de l'humanité. Ça, c'est évident. On est en train de vivre quelque chose d'extrêmement particulier. Alors, les maladies nouvelles, alors c'est pour ça, c'est une citation, de Charles Nicholl. Donc il y aura donc des maladies nouvelles, c'est un fait fatal. Un autre fait fatal, c'est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées adultes, pourrait-on dire. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles? Comment soupçonnerons-nous leur existence avant qu'elles n'aient revêtu leur costume de symptômes? Alors c'est vrai que nous, on a accéléré, hein, depuis 1933. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace, solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Et aujourd'hui, vous êtes tous extrêmement solidaires en restant confinés, par exemple. Donc c'est clair que là, on a une maladie qui touche l'ensemble de l'humanité. Et la façon dont les chercheurs travaillent tous ensemble, hein, montre que il y a et la façon dont chacun accepte de se confiner, montre qu'il y a une vraie solidarité.
Alors, d'où nous vient ce virus? Finalement, les réservoirs naturels, de ces virus, de cette famille de coronavirus, hein, c'est la chauve-souris. On sait que chez la chauve-souris, elle est extrêmement, résistante à tous ces virus. Par contre, elle les héberge sans trop de soucis, donc elle a énormément de ces virus qui sont hébergés. Il y a pas de passage direct, hein, de la chauve-souris à l'homme. En général, il y a des hôtes intermédiaires, donc qui vont en fait assurer d'une certaine façon, la transmission à l'homme via des contacts, directs. Alors ici, on pense qu'on a soupçonné beaucoup le marché aux poissons de Wuhan. On n'est pas sûr que ce soit le cas, hein. Mais là, on sait qu'étaient vendus des animaux sauvages pour la consommation, et on pense que l'animal sauvage, hein, qui a servi de réservoir intermédiaire pour SARS-CoV-2, c'est, le pangolin. Le pangolin, c'est aussi un fourmilier, d'accord? Pour le SARS-CoV-1, c'était la civette palmée. Pour le MERS, c'était, les camélidés. D'accord. On sait que pour d'autres virus émergents qui ne sont pas de la même famille, là aussi, ça vient, bah, de réservoirs, animaux. Ebola, c'est les grands singes, virus Nipah, c'était le porc d'élevage. Donc ça peut être des animaux sauvages, des animaux d'élevage. Le VIH, hein, on sait qu'a priori, hein, ça provient aussi de grands singes. Donc là, on a, bah, des barrières d'espèces qui peuvent être sautées par ces virus. Alors pourquoi comment expliquer qu'en 20 ans, on arrive comme ça à voir aussi rapidement l'émergence de 3 virus, de la même famille à partir de ces chauves-souris. Donc là, ça redonne l'idée. Hem, donc finalement, si on reprend un peu les étapes, c'est qu'il peut y avoir un épisode accidentel, l'affection d'un nouvel hôte sans transmission secondaire. Ça, c'est ce qu'on a vu pour certains, certaines grippes aviaires. C'est-à-dire qu'on avait, des gens qui s'occupaient énormément, de poulets, hein, et qui étaient malades, d'accord? Et qui avaient un virus, de grippe aviaire. Mais ce virus ne se transmettait pas ensuite d'homme à homme. Donc pour eux, c'était extrêmement embêtant. On a eu un épisode accidentel, une mutation qui a fait que ce virus a pu venir infecter un homme, mais qu'il ne se transmet pas ensuite d'homme à homme. D'accord? On peut aussi avoir des débordements successifs qui vont donner lieu à une chaîne locale et limitée de transmission, dans une petite population. D'accord? Ça va donner des petites flambées. D'accord? Et puis souvent l'épidémie s'éteint, spontanément parce qu'il y a des nouvelles mutations dans le virus ou parce que, finalement quand on a ces flambées, très souvent on a des virus qui sont extrêmement pathogènes, hein. C'est ce qu'on avait vu sur les premières phases d'Ebola et ce qu'on voit toujours sur Ebola, donc qui aboutissent finalement, à des décès massifs. Mais ces décès massifs sont extrêmement dommageables pour les personnes qui sont malades, mais finalement bloquent la progression du virus. Et enfin, l'épidémie s'installe, c'est le troisième cas et se transforme en pandémie. Pourquoi c'est une maladie de l'anthropocène? Parce qu'aujourd'hui, les espèces sauvages voient leur habitat se réduire et donc sont de plus en plus en contact avec l'homme. Et donc plus on a de contact, d'accord, plus on va faciliter les échanges. Ensuite, la consommation d'espèces sauvages fait qu'on a des trafics d'animaux sauvages qui sont complètement sortis de leur écosystème et qui peuvent même trafiquer d'un continent à l'autre. D'accord? Enfin, il faut bien voir dès que ces populations, sauvages se réduisent, donc un virus, dans ces populations sauvages, finalement, il a de moins en moins d'hôtes et finalement, une mutation qui lui permet d'inspecter, l'homme, c'est une opportunité extraordinaire pour ce virus parce que tout d'un coup, il dispose d'un immense biotope, et il va pouvoir vraiment se multiplier. Donc d'un point de vue, évolutif, c'est vraiment intéressant pour lui. D'accord? Enfin, aujourd'hui, on a un virus de l'anthropocène parce qu'on va augmenter, les échanges liés à la mondialisation. Cependant, donc ça fait qu'il y a plus de virus qui émergent, il y a plus de maladies qui émergent. Mais enfin, on n'a pas attendu l'anthropocène et on n'a pas attendu la mondialisation, pour avoir des pandémies extrêmement fortes. Si vous prenez, la pandémie de peste noire au XIVe siècle qui a tué 30 à 40 à 50 de la population, d'Europe, donc là on n'est pas sur, Covid-19, on est sur quelque chose de bien plus grave, d'accord? Et bien là, il y avait pourtant pas beaucoup d'échanges. Donc pour aller, du Moyen-Orient, d'Orient en fait à l'Europe, ça a mis 10 ans, mais c'est arrivé en Europe et ça a fait les dégâts que ça devait faire. D'accord? D'autant qu'on ne connaissait pas, donc on ne faisait pas vraiment de confinement, on ne connaissait pas, l'origine, hein, de ces maladies.
Donc l'anthropocène, c'est une augmentation des risques, mais c'est également, et ça c'est notre chance, c'est une immense réactivité face aux maladies émergentes et une grande capacité de coopération scientifique. Donc comment on lutte contre Covid-19? Bah, c'est de la prévention. C'est ce qu'on appelle la distanciation sociale et le confinement. D'accord? Alors, ça, on est obligé de faire ça parce qu'on n'a pas d'autre solution actuellement. D'accord? On n'a pas de façon, de lutter autrement. Et puis l'autre, moyen, c'est l'immunité de groupe. Mais pour y arriver, c'est plus compliqué. Alors, sur le confinement, c'est très efficace, ça écrase le pic. On en a déjà parlé un petit peu, dans les discussions là, de la classe. Mais, l'un des problèmes majeurs, c'est quand confiner et comment déconfiner. L'un des risques du confinement, si par exemple on confine très, très tôt, c'est très bien, on écrase tout, mais on risque d'avoir un deuxième rebond. D'accord? Donc ce qu'on espère, c'est que le confinement actuel, par exemple en France, va permettre d'avoir vraiment, un écrasement du pic, mais également en parallèle, une immunisation quand même importante de la plupart des gens. D'accord? Et donc ça peut éviter le deuxième rebond. On peut aussi espérer que d'ici, la fin du confinement, heu, on puisse avoir, bah, des traitements, d'accord? Qui permettront d'éviter ce deuxième rebond. Hem, donc tout ça, hein, ça pose question et vous savez qu'aujourd'hui dans la presse, on parle beaucoup de ce déconfinement. Alors l'une des idées, c'est de déconfiner région par région. Une autre, une autre hypothèse de travail, ce serait de déconfiner par classe d'âge. Par exemple, en considérant que vous qui êtes jeune et du coup peu, hem, peu susceptible, de développer des formes graves, on pourrait vous déconfiner en premier, en espérant qu'alors, heu en espérant alors que, ça puisse en fait créer cette immunité de groupe. C'est-à-dire que vous, vous seriez les vecteurs de l'immunité et ensuite une fois que, ben, les jeunes seraient plus déconfinés, on pourrait déconfiner, des personnes qui sont plus, susceptibles de développer, des formes graves. Voilà, tout ça est en discussion et on ne sait pas comment faire, pour l'instant et on attend un petit peu de voir et on espère surtout qu'on va avoir des traitements relativement efficaces assez rapidement. Alors ces traitements, donc je reprends les voies de transmission, hein, par les mains infectées, par les projections, par les voies aériennes. Donc, d'abord, la première chose, c'est se laver les mains. On parle beaucoup des masques aujourd'hui, hein, et donc l'idée aussi dans le déconfinement, ce serait de rendre ce port du masque obligatoire. Juste une petite précision, le masque chirurgical, d'accord? Et certains masques en tissu, qui peuvent être fabriqués et pour lesquels il y a plein de tutos, sur internet, hein et par exemple, avec, des choses proposées par le CHU de Grenoble. Ces masques chirurgicaux, ils vont protéger les autres, mais ils ne vous protègent pas vous, d'accord? Les seuls masques qui protègent, tout le monde, c'est les masques FPP et là, on peut pas les porter plus de 8 heures et les porter, c'est pas si évident et le masque, il ne va être efficace que si, vous n'êtes pas sans arrêt en train de le toucher, en train de le rééquilibrer et cetera et que vous le portez effectivement à la fois sur le nez et sur la bouche. Donc ça va être une révolution si en France on doit porter le masque parce qu'on a beaucoup de mal à se cacher le visage, hein. Mais, je pense que ce sera, une nécessité et si vous en avez, n'hésitez pas à sortir avec. Voilà. Alors le vaccin, ça ce serait l'idéal, trouver un vaccin. Le vaccin, c'est des virus désactivés ou des protéines virales, hein, d'accord? Et qui vont en fait être suffisamment immunogènes pour permettre la formation de cellules immunitaires mémoire qui vont protéger, durablement contre le virus. Pour ça, il est nécessaire de mieux caractériser la réponse immunitaire face à ce virus. Identifier des antigènes stables, c'est-à-dire qui ne vont pas trop varier au cours de l'évolution et malgré les mutations, et qui soient accessibles sur le virus, donc qui vont être facilement reconnus par des anticorps, ce qui va permettre de facilement stopper le virus et mener des tests. Alors, il y a déjà des pré-tests hein, qui sont menés sur certains vaccins, mais disons qu'au mieux, on aura un vaccin efficace dans un an. Le vaccin, ça ne va pas être pour tout de suite. D'accord? Par contre, quelle thérapie? Donc aujourd'hui, comment on soigne? On soigne les symptômes et on ne dispose pas de moyens de lutte ciblés contre le virus. Il y a beaucoup de pistes de travail.
d'accord? Donc quels sont les traitements? Pour le moment, on traite les symptômes, donc les problèmes respiratoires avec des, ventilations mécaniques, les risques de phlébite avec, des bas de contention et cetera. On va aussi utiliser les antibiotiques contre les co-infections bactériennes parce que une fois que l'organisme est un petit peu affaibli, eh bien les bactéries vont venir infecter, d'accord? On utilise aussi déjà quelques antiviraux, donc ceux qui avaient été développés contre le SRAS ou le MERS, sont en phase d'essai, mais on ne sait pas trop si ça fonctionne. On utilise les corticostéroïdes quand on a, vraiment, une réponse immunitaire, enfin une réponse inflammatoire qui devient dangereuse, mais là, on n'a pas d'effet prouvé, on essaye. Et puis vous avez la chloroquine et ses dérivés, hein, qui ont beaucoup fait parler d'eux et qui sont testés et qui sont donc du coup déjà utilisés parce qu'ils sont testés comme, les antiviraux à grande échelle. D'accord? Par exemple, au CHU de Lyon, on teste, hein, ces molécules-là, sur les patients, les plus graves. Donc, pour vous donner une idée, il y a plein d'essais qui sont mis en route. Là, c'est les travaux qui ont été faits, d'accord? Et qui montrent qu'il y a, des effets de toutes ces molécules. Heu, le problème, c'est que pour l'instant, ce sont tous des travaux préliminaires avec des données statistiques qui sont pas complètes, mais c'est peut-être déjà suffisant pour aller un peu plus loin et un peu plus vite. On est obligé d'aller plus vite que dans un cadre normal, d'accord? On accepte de prendre quelques risques parce qu'on a, des individus malades qu'on souhaite, sauver. Donc on va tester tout ce qui peut l'être. Donc malgré tout, hein, ces essais cliniques, ils sont quand même très encadrés, d'accord? Et donc vous avez, 2 essais cliniques, par exemple, de très grande ampleur, Discovery Trial, qui est un projet européen, d'accord? Et Solidarity Trial, qui est un projet, américain. Voilà. Et donc on fait, des essais, au hasard. Par contre, on fait pas de double aveugle, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire et parce qu'on ne souhaite pas, enfin, on souhaite pouvoir soigner le plus de gens possible. Les autres pistes qui sont en développement, il y a une des pistes qui est intéressante, hein, qui est d'utiliser le plasma de patients guéris qui contiendrait des anticorps contre, le virus, d'accord? Donc, ce plasma serait prélevé chez des personnes qui ont été guéries et serait ensuite injecté à des personnes malades. Le problème, c'est qu'avec le plasma d'un patient guéri, on va traiter au mieux, 3-4 malades. Donc ça, ce serait à ne réserver qu'aux cas les plus graves. Une autre piste qui est très intéressante et qui semble donner, en tout cas in vitro, des résultats encourageants et avec des tests qui sont en train de se mettre en place, c'est comme on sait que c'est AC2 le récepteur, on sait qu'il existe parfois des protéines AC2 solubles, donc qui n'ont pas, la zone d'ancrage dans la membrane et en fait, visiblement, en injectant des protéines AC2 solubles, tout d'un coup, ça viendrait en compétition avec les récepteurs viraux et le virus, serait, scotché à son AC2 soluble et n'arriverait plus à rentrer dans les cellules. Donc ça, c'est une hypothèse qui est intéressante. Enfin, et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être, qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, il y a des données qui semblent, le des données relativement solides qui vont dans ce sens-là, c'est que le BCG, qui est le vaccin normalement contre la tuberculose, semble avoir des effets préventifs. Ça, c'était déjà démontré, hein, sur de nombreuses infections respiratoires, d'accord? Et en particulier sur les infections au coronavirus. Donc, en fait, ce serait, lié au fait que le BCG, hein, c'est un bacille, atténué, d'accord? Donc en fait, quand on vous injecte le vaccin BCG, on vous injecte des, bactéries, et donc ça crée une réponse inflammatoire qui est quand même relativement, importante. Souvent le BCG, hein, il y a des réponses très fortes, un peu de fièvre pendant un jour ou 2, et cetera et ça, visiblement, ça stimulerait la réaction immunitaire innée de façon, de telle sorte que ça la rendrait, en fait, plus à même de lutter très tôt contre le virus et en particulier contre les coronavirus. Donc là, des études sont en cours.
Si vous avez été, vacciné contre le BCG, alors aujourd'hui on fait plus les rappels de BCG et cetera parce qu'on considère qu'ils n'étaient pas très protecteurs contre, les formes les plus graves de la tuberculose. Donc on a arrêté de vacciner les gens avec le BCG, mais finalement on pourrait revenir sur l'utilisation de ce vaccin, non pas comme un vaccin, mais comme un stimulateur, de l'immunité, innée. Donc là, c'est des études qui sont en cours, mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même énormément de pistes de travail. Alors bien sûr, en parallèle, on cherche aussi des molécules nouvelles, d'accord? Mais mettre en place des molécules nouvelles, c'est beaucoup plus long et difficile que de tester des molécules qui existent déjà et des systèmes qui peuvent déjà exister. Donc la première approche, c'est enfin, en parallèle, hein, on fait déjà des études avec ce qu'on a, ce qui existe et en parallèle, on va développer de nouvelles molécules et on va développer un vaccin. Voilà. Donc ce coronavirus, il va nous embêter, longtemps, il est et cetera, mais heu peut-être pas si longtemps que ça, parce qu'il y a énormément de pistes. Ce qui est très impressionnant, c'est, la coopération aussi de toutes les équipes de recherche, hein. Alors bien sûr, il y a des histoires d'ego qui ressortent par-ci et par-là, mais dans l'ensemble, on a quelque chose qui est assez impressionnant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux mettre le diapo, hein, sur le Classroom si vous le voulez, sachant que bon, c'est pas que mes diapos, hein, elles sont pas mal empruntées, aux uns et aux autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et surtout n'hésitez pas, peut-être les questions vont vous venir, au fur et à mesure et ça me fait juste penser qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. J'ai vu aussi une étude, sur, les groupes sanguins et le fait que, la susceptibilité, au virus varie avec les groupes sanguins et visiblement les personnes de groupe sanguin O, qui ont donc des anticorps anti-A et anti-B, seraient mieux protégées. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas ça vous a apporté. N'hésitez pas, je vais poser pour, vraiment le document, comme ça vous pourrez cliquer sur les liens, qui sont assez intéressants et qui permettent, voilà, d'avoir, une meilleure connaissance et puis, s'il y a des choses nouvelles qui sortent, hein, je vous en ferai part, si vous le souhaitez. Voilà.